Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et je vais sélectionner le diaporama qui convient. Et voilà. Bien. Alors, la thématique, l'enregistrement, vous le gérez, hein, c'est ça. La thématique du stress, c'est une thématique extrêmement parlante par les temps qui courent, mais on va dire que plus généralement, c'est une connaissance de soi, je crois, extrêmement utile à acquérir pour pouvoir mieux piloter sa vie. Et vous allez comprendre pourquoi. Autrement dit, les circonstances difficiles que nous traversons parfois dans la vie, et sans doute pour pas mal d'entre nous et d'entre vous, notamment en tant qu'étudiants, nous savons à quel point votre vie est perturbée, euh, peut devenir l'opportunité de mieux se connaître et de mieux se gérer. Et je pense que là, le bénéfice sera de très long terme, je l'espère. Alors, le thème du stress à la sérénité, qu'est-ce que le stress? Comment le comprendre, ses fonctions, à quoi il sert? Et puis, bien sûr, tout un temps de réflexion après sur son intégration dans la gestion de notre vie. Euh, Tout d'abord, quelques clins d'œil, on va passer assez vite forcément, puisqu'il faut du temps pour pouvoir échanger sur la pratique. Si on fait très simple au niveau du cerveau, notre cerveau a deux grandes façons de fonctionner. C'est évidemment très complexe, 85 ou 100 milliards de neurones connectés 10 000 fois chacun et j'en passe. Mais pour autant, il y a deux grandes modalités de fonctionnement. L'une qui correspond à un mode qu'on pourrait appeler plutôt automatique, dans lequel nous exprimons des compétences, des expériences apprises, des ressources, si je peux dire, capitalisées, et qui nous permet de fonctionner par des routines économes en énergie, relativement agréables à vivre et relativement efficaces en tous les cas si elles ont été acquises de façon opportune. Et pour situer la localisation, c'est plutôt, là vous avez l'occiput, ici vers la flèche que je déplace, donc c'est plutôt dans les parties médianes et postérieures que se situe cette activité. Ça, c'est les clichés des premiers auteurs qui ont étudié cette bascule au niveau de l'imagerie. On connaissait déjà tout ça au niveau de la clinique antérieurement. Et ici, sur l'autre cliché de droite, vous voyez dans la partie plus antérieure, vers le front qui est là, la partie dite préfrontale, cette activité se déplace donc de l'arrière vers l'avant quand nous passons du mode automatique au mode adaptatif. Donc c'est Posner et Reichel, les auteurs, qui ont pour la première fois visualisé ça en imagerie. Je vais aller très très vite évidemment pour dire que si on veut résumer en quelques mots-clés toutes les dimensions dites cognitives, tout ce qui correspond au mécanisme de fonctionnement de la psychologie ordinaire, si je peux dire ce que nous pouvons ressentir et observer chez les autres, nous sommes plutôt en train de mobiliser le mode automatique quand nous mettons notre attention sur la routine, la persévérance, autrement dit, comment est-ce qu'on arrive à faire perdurer des habitudes qui semblent parfois en difficulté, mais sur lesquelles nous allons ajuster quelques particularités pour que ça fonctionne quand même. Quand vous avez perdu vos clés, mais vous croyez les avoir laissées quelque part, vous allez regarder autour, vous allez essayer de trouver des stratégies pour rendre quand même pertinentes vos connaissances. La simplification, essayer de passer de situations complexes pour arriver à trouver au fond quels sont les leviers qui sont plutôt acteurs derrière tout ça. Donc simplifier en arrivant à transformer des problèmes complexes en problèmes binaires, vrai-faux, oui-1, 0-1. Et les certitudes qui sont en quelque sorte des cartographies mentales que nous développons, qui sont intégratrices de milliers, de centaines de milliers, sans doute, de micro-comportements de simplification, comme on l'a vu précédemment, et de routine, et qui débouchent sur des stratégies que l'empirisme permet de formaliser à partir de ce qu'on a déjà vu qui marchait, qui fonctionnait chez nous et chez d'autres, et de l'empirisme social ou de l'image sociale, c'est-à-dire de la confiance que l'on a en soi ou que l'on a en les autres ou pas, et qui fait qu'on établit en quelque sorte une espèce de représentation sociale des gens que l'on connaît
Quand on dit de quelqu'un, tiens, ce qu'il dit là me surprend, ça sous-entend que notre cartographie de lui, dans notre tête, est surprise et bouleversée un peu. Autrement dit, les routines sur lui sont un petit peu dérangées. Et donc, par contraste avec ce mode automatique, on a un mode adaptatif qui branche plutôt les territoires les plus développés, les plus intelligents du cerveau. On ne peut pas dire plus intelligent, mais on va dire qu'on a devant la tête 400 grammes de neurones sur 1,3 kg à peu près, qui ne servent qu'à penser. C'est-à-dire quand ces territoires dits préfrontaux sont détruits par des maladies ou des accidents, au fond, on ne perd rien, aucune compétence, aucune sensation, aucune perception, aucune motricité. On ne perd que la capacité à sortir du cadre. On ne perd même pas les connaissances acquises. On ne perd que la capacité à recréer de nouvelles connaissances ou à remettre en cause les précédentes. Et pour mobiliser cette partie la plus adaptative, la plus créative du cerveau, ou plus exactement qui est au centre d'une activité, parce que ça ne s'oppose pas, c'est plutôt la gouvernance qui se déplace, eh bien, on mobilise plutôt le contraire de la routine, la curiosité, le contraire de la persévérance, la souplesse, et ainsi de suite. La nuance qui est le contraire de la simplification. Pareil pour la relativité. La logique qui va chercher les causes et les effets, autrement dire, à comprendre les choses plutôt qu'à les copier ou à les reproduire. Et en dernier lieu, l'opinion personnelle qui va s'opposer à l'opinion sociale, normative, un peu, si je peux dire. On pense comme les autres parce qu'on a envie d'être aimé d'eux ou on a envie de s'intégrer ou de ne pas être agressé. Donc ces deux modes mentaux, comme vous le voyez, font des choses à la fois apparemment contradictoires, c'est strictement terme à terme opposé, et en même temps, surtout, fonctionnellement complémentaires. Et en fait, le sujet, dans un même cerveau, avec des territoires qui semblent faire des choses opposées, la vraie question, c'est plutôt de se dire à quel moment je zappe entre les deux, à quel moment je passe du mode automatique au mode adaptatif, ou l'inverse. Et c'est lorsque ce zapping entre les deux que nous pratiquons des milliers de fois par jour en imagerie cérébrale, quand on a étudié des gens avec des systèmes, je dirais, d'enregistrement un peu prolongés, on s'aperçoit que des dizaines de fois par heure, nous sommes en train de zapper d'un mode sur l'autre. Dans la vie courante, ça veut dire quand je suis surpris par quelque chose ou que je sais que je vais me heurter à une situation complexe et imprévue, alors je me mets dans une posture plus curieuse, plus ouverte, plus subtile. Alors qu'à l'opposé, je vais aller rechercher dans mes connaissances et mes pratiques ce que je sais déjà faire. Vous voyez par exemple que si vous voulez faire une prise de parole en public, j'en fais une tout de suite, soit vous allez chercher dans vos routines des PowerPoint, des connaissances, des notes qui vous permettent de préparer votre intervention, soit vous allez chercher dans votre adaptation, votre créativité, et vous allez réfléchir dans ce cas-là plutôt que d'aller chercher dans des standards. Et dans les questions, par exemple, il se peut très bien qu'on vous pose des questions ou que vous me posiez des questions pour lesquelles je n'ai pas réfléchi jusque-là ou que je n'ai pas de réponse satisfaisante et j'interagisse avec vous en direct, en live, comme on dit. Et en fait, on zappe constamment entre les deux pour ne pas dire que parfois on est quelque part au milieu. Donc, ces deux modes mentaux, tout le monde les a, ça fait partie de l'universel humain. Ce n'est pas culturel, ça n'est pas générationnel, ça n'est pas genré ou sexué, comme on dit. Homme ou femme, on passe d'un côté à l'autre. Quand on dit par exemple que les femmes sont plutôt multitâches et les hommes monotâches, vous verrez que le mode automatique, il est séquentiel, autrement dit, il fait une chose après l'autre. Il est monotâche. Le mode adaptatif, il est multitâche. En fait, ce n'est pas qu'on est homme ou femme, ou qu'on est intelligent ou pas, ou qu'on a une culture ou une autre. C'est simplement que sur un sujet donné, on se sent plutôt à l'aise dans la maîtrise et on fait plutôt du monotâche séquentiel. Ou à l'opposé, on passe plutôt en mode exploratoire global, gestion de situations complexes, d'un groupe de réflexion, d'une réflexion complexe. Et là, on passe dans un mode plus global où on peut parler à un groupe et avoir une idée globale de ce qui se passe, même si on ne fait parfois qu'une chose après l'autre, parce que les mots ne peuvent pas être plusieurs à la fois. Mais voilà, c'est pour vous dire que cette bascule-là est permanente et que si on se trompe de côté, si je peux dire, entre les deux modes, eh bien, le stress survient. Ça fait aussi partie des découvertes des 40-50 dernières années en thérapie dite cognitive, c'est de se rendre compte que finalement, la première chose qui nous stresse, ce n'est pas l'extérieur, mais nous-mêmes. Alors, on va le dire autrement, ce n'est pas du tout pour se culpabiliser, c'est au contraire pour se donner de l'espoir. Les éléments extérieurs peuvent être stressants au sens où ils désorganisent notre routine, tout notre mode automatique,
Notre mode adaptatif n'a pas les réponses tout de suite, mais si on le laisse réfléchir tranquillement, il peut les trouver. Et c'est pour ça que quand vous êtes en mode automatique, vous pouvez être speed, et ça ne va pas forcément baisser votre productivité. Alors quand on est en mode adaptatif, être speed, par contre, ça fait baisser considérablement l'efficacité du mode réflexif. C'est très difficile de réfléchir sous stress, ou sous pression plutôt. Et le stress vient souvent du fait qu'on ne met pas le bon management de soi ou des autres au moment présent, d'où la connaissance de ces systèmes-là. Redit autrement, le stress est largement un indicateur de mauvaise réponse à un problème qui peut être stressant, mais qui en tous les cas pourrait être mieux géré si on se calmait. Et se calmer n'est pas une question de prendre une décision ou même simplement de faire de la relaxation qui peut aider, c'est aussi d'adopter la bonne attitude. Donc plus une situation vous stresse, plus je vous recommande de glisser du côté curiosité, souplesse, nuance, relativité, réflexion logique et opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Est-ce que je comprends ou pas? Est-ce que j'ai des questions à poser? Est-ce que j'ai des réponses à apporter? Est-ce que j'ai des expérimentations à faire? Qu'en tous les cas, il y a un choix à faire. Est-ce que je connais déjà et je vais chercher dans mes connaissances ou je vais réfléchir pour voir si je peux en penser quelque chose? Là, il y a un choix à faire, conscient, qui nous permet, suivant les cas, de résoudre ou de trouver. Trouver, c'est à gauche, résoudre, c'est à droite. Et si on se trompe, eh bien, on se stresse. Donc, on pourrait dire autrement que les facteurs externes qui nous stressent nous dérangent, mais qu'il y a un deuxième niveau de stress, c'est qu'on n'a peut-être pas, à un moment donné, lâché prise sur le fait de trouver des connaissances connues et qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Redit autrement, c'est passer de la persévérance à l'obstination qui nous stresse. Quand on voit qu'on ne va pas trouver dans le connu et qu'il vaudrait mieux prendre le temps de regarder ce qui se passe ou de l'accepter, plutôt que de le refuser ou de ramer comme on peut dans nos neurones pour aller trouver des réponses déjà connues. Plein d'études qui montrent que quand on pose des rébus qui ressemblent à des rébus connus, les gens s'acharnent trop à se dire ça ressemble à des choses que je connais, donc je vais m'acharner, et en général on échoue, parce que si le rébus est bien posé, c'est en fait une autre réflexion, il faudrait prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir quand une chose nous résiste est sûrement une des meilleures défenses contre le stress que l'on va chercher à développer. Redit autrement, c'est passer de l'idée qu'à tout problème, il faut trouver des solutions, pour passer dans une attitude de questionnement, où on ne cherche pas de solution, on cherche à comprendre. Vous voyez, le mode automatique, il cherche des solutions parce qu'il a déjà des connaissances. Le mode adaptatif, il cherche à comprendre parce qu'il n'a pas de solution, ou pas encore. Il faut donc changer d'attitude mentale. Dans un cas, je cherche des solutions. Dans le deuxième cas, je me questionne, mais je ne cherche pas de solution. Si je cherche trop vite des solutions, je vais me stresser parce que je vais sans doute bloquer mon processus de réflexion. C'est bon, ça vous paraît clair? Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une interaction tout de suite avec vous parce qu'on n'est pas en direct, c'est un peu plus compliqué. Je vais donc poursuivre par un exercice pour vous faire ressentir ce que veut dire un exercice de changement de mode mental, c'est-à-dire pour passer sur la curiosité, la première des 6 dimensions que j'ai évoquées tout de suite, en vous proposant un petit exercice que je nomme exercice du mélomane. Alors, on pourrait peut-être mettre de la musique, mais l'objectif justement, c'est de vous faire adopter une attitude de mélomane sans musique. Alors, peut-être vous allez vous dire, il est un peu tombé sur la tête, le monsieur, et mélomane sans musique, moi je ne sais pas faire. Ben, on va essayer, vous allez voir, on y arrive quand même. Alors, pensez au moment où vous allez écouter une musique que vous avez envie d'écouter. Rappelez-vous, être mélomane, c'est une attitude. Se mettre en position de mélomane, ce n'est pas la même chose que la musique d'escalier ou d'ascenseur ou de supermarché, une musique de fond qu'on n'écoute pas. Là, je vous propose de prendre le temps de faire comme si dans quelques instants allait survenir une musique que vous avez envie d'écouter et pour laquelle vous allez vous rendre disponible. Donc, mettez-vous dans la même position que si vous étiez dans une salle de concert, dans la rue, il y a des musiciens de rue ou je ne sais pas quoi, ou une musique numérique que vous voulez. Vous vous apprêtez à écouter ça avec attention, vous vous concentrez, vous fermez les yeux, ce que je vous propose de faire, et vous vous mettez en position d'écoute des sons qui vont venir. Et comme il n'y a pas de musique de prévu, vous allez écouter le silence
Vous allez écouter les quelques sons, ma voix, un concerto pour une voix, quelques souffles de casque ou de haut-parleur, des petits bruits autour de vous. Fermez les yeux, écoutez tout comme si c'était une symphonie, comme si vous vouliez écouter en même temps tous les sons. Non pas séquentiellement, ça brancherait le mode automatique, ou focalement, c'est à l'inverse, vous écoutez tout ça comme un tout global, comme une symphonie, comme une chorale. Vous écoutez tout en même temps. Et le silence. Et vous essayez même de vous mettre en position d'accueil des sons qui ne sont pas là, mais qui pourraient venir. Quelqu'un qui vient vous parler dans votre dos, en disant, dis donc, est-ce que tu as vu cette information? Tiens, tu as tombé un objet tout à l'heure. Quelqu'un arrive, il vous parle, vous ne l'attendez pas, un objet dans la rue, je ne sais. Mettez-vous en position d'accueil de tout ça, comme si c'était bienvenu, un peu comme dans une musique, quand on l'écoute. On est à l'accueil de tous les sons qui viennent. Que ressentez-vous pendant cet exercice, à cet instant? Comment vous sentez-vous? On le verra tout à l'heure dans les questions que vous direz éventuellement. Et je vous engage à bien ressentir l'état mental dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes calme ou stressé? Plus calme qu'avant, plus stressé qu'avant, comme avant? Est-ce que ça a bougé ou pas? Et parallèlement à ça, qui s'est passé en m'écoutant, je vous propose de penser par exemple à des sujets qui d'habitude vous tracassent, qui vous stressent dans votre vie présente, ou les choses qui pourraient vous arriver, qui pourraient vous stresser. Essayez d'y penser. Et essayez de rester dans cette position de mélomane. Vous écoutez tous les sons comme si vous étiez au concert, et en même temps, vous essayez de penser à quelque chose de plutôt dérangeant ou stressant, pour voir si ça change votre regard sur ces choses, ou sur les gens, quelqu'un qui vous agace, qui vous gêne, qui vous dérange. Vous pouvez échanger éventuellement par le chat, même si je n'ai pas encore vu comment on y accède dans cette configuration. En tous les cas, voilà, c'est pour donner un premier exercice. On fera le débrief tout à l'heure. Et là, j'aime bien paraphraser l'expression « la musique adoucit les mœurs » en disant non, ce n'est pas la musique qui adoucit les mœurs, c'est l'attitude du mélomane. Encore une fois, la musique d'ascenseur n'adoucit aucune mœurs. Le fait d'écouter les bruits d'une cascade dans la nature adoucit les mœurs parce que vous vous mettez en position de mélomane, même si c'est pour écouter une cascade du vent. Donc ce n'est pas la musique qui adoucit les mœurs, mais c'est bien la position méditative en fait. Vous allez faire tout à l'heure de la relaxation, de la méditation. Eh bien, si vous faites aussi déjà de la méditation, ce genre de choses, vous verrez que quand vous mettez en position d'ouverture sensorielle musicale, par exemple, vous faites de la méditation, de fait. Une méditation qu'on pourra peut-être qualifier de plus universaliste, plus que les méditations de type tibétaine ou autres, qui sont plutôt des pratiques que développent certaines cultures et à certains moments de la vie, alors que la musique, pratiquement toutes les cultures du monde savent écouter de façon mélomane de la musique. Donc j'aime bien prendre cet exercice comme étant en quelque sorte un marchepied pour accéder à la méditation. Et on peut même le faire sans musique, c'est dire à quel point c'est pratique. Et on peut même le faire en autre chose, parce que c'est une attitude, ça ne mobilise pas l'esprit. Autre exercice que je vous propose, pour vous montrer à quel point il y en aura pour tous les goûts, on va essayer de bien tenir les horaires, c'est la même chose sur le plan visuel. Vous voyez, vous regardez le centre de l'écran, et soit ce centre de l'écran, vous le regardez de façon focale, soit vous essayez de prendre du recul, comme s'il s'éloignait, comme si l'écran s'éloignait, et si vous élargissiez le cadre visuel. Donc vous allez passer, comme pour l'oreille, d'un mode focal, excusez-moi, vous allez passer d'un mode focal, vous vous centrez sur les deux personnages, ou au contraire, vous élargissez le champ visuel, vous faites une espèce, comme on dirait en cinéma, un zoom, un plan américain, un zoom arrière. Et là, vous voyez des choses autour. C'est comme si vous étiez moins focalisé sur le centre de l'écran, vous voyez bien plus largement les choses autour, et puis vous refocalisez. Et vous jouez comme ça plusieurs fois, sur focal, défocal, focalisation, défocalisation. On va moins prendre le temps pour cet exercice. Vous aurez le support en PDF si vous le voulez, donc vous pourrez toujours vous amuser à faire les exercices. Vous pouvez aussi le faire avec vos interlocuteurs dans la vie, quand vous parlez à quelqu'un. Vous le regardez,
et puis vous élargissez le cadre, lui, il ne voit rien, c'est que vous qui savez, et vous regardez comme s'il était au centre d'un paysage, et puis vous refocalisez, et vous allez vous rendre compte que se mettre en position globale floue, c'est-à-dire l'autre n'est plus qu'un personnage au milieu d'un paysage ou d'un espace vivant, eh bien ça apaise comme l'exercice de mélomane. On pourrait faire la même chose, on ne le fera pas parce qu'on est en vision encore plus, mais en direct, pourquoi pas si on avait le temps, de faire un peu comme l'évoque ce tableau de la danse thaïlandaise, hein, un peu Shiva qui danse comme ça, avec une danse très complexe des mains. Vous pouvez le faire si vous voulez pendant que je fais, et vous essayez de faire des choses complètement dissociées. C'est également très, très, très défocalisant du point de vue de l'angoisse. On travaille comme ça les crises d'attaque de panique, par exemple, dans les processus de type thérapie comportementale. Voilà. C'est pour dire que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous voyez qu'on passe dans un cadre dans lequel on fait une chose à la fois. Vous prenez un crayon et vous écrivez pendant ce temps-là. Vous êtes en train de taper sur votre clavier avec vos doigts, mais un doigt à la fois. Si vous prenez votre téléphone portable, par exemple, vous tapez un code sur une banque, etc. Vous faites du focal séquentiel. Là, vous branchez le mode automatique compétent qui sait faire. Ou de l'autre côté, vous faites quelque chose de global, comme quand on danse entre amis un soir, quand on peut, quand il n'y a pas des interdictions sanitaires, et qu'on improvise sur de la musique qu'on ne connaît pas, eh bien là, on recrute au contraire le mode adaptatif. Vous avez vu que les 3 exercices qu'on a vus sont sensorimoteurs. Là, on va passer à un exercice plus métaphysique qui est le refus. Vous savez, quand on est devant une situation désagréable, difficile, que l'on refuse, on a l'impression parfois que si on accepte, on se laisse envahir par la chose. Et je vais essayer de vous faire comprendre que c'est le contraire. Quand vous avez quelqu'un qui vous dérange parce qu'il vous pose une question à laquelle vous n'avez pas envie de répondre, mais vous ne voyez pas comment ne pas lui répondre. Je ne sais pas, c'est votre prof, plus tard ça sera peut-être votre chef ou votre client ou votre compagnon ou compagne, je ne sais pas. Vous n'avez pas du tout envie de répondre et de rentrer dans ce débat, et pourtant vous n'avez pas le choix que de rester là et de rentrer dans le jeu. Vous pouvez le faire en refusant, ou vous pouvez le faire, comme on va le voir, en l'acceptant. Et on va voir ce qui se passe dans les 2 cas. Dans un cas, quand vous refusez une situation, vous créez une tension dans votre cerveau entre une qui va prendre en charge la situation et l'autre qui s'en va, si je peux dire, qui se met en position d'évitement. Vous allez donc créer une énorme tension interne, comme si vous deviez faire 2 choses contradictoires à la fois, et même plus, vous allez souvent vous empêcher d'être vraiment engagé dans la conversation, pouvoir apporter des réponses positives, etc., pouvoir gérer la situation. L'avantage, si vous acceptez qu'une situation à laquelle vous ne pouvez pas échapper, si vous pouvez y échapper, échappez, si c'est possible, et si les conséquences ne sont pas sévères, ne sont pas dérangeantes. Mais si vous êtes contraint par la vie, soit parce que l'événement vous est arrivé, soit parce que vous ne pouvez pas faire autrement, tant qu'à faire, même si c'est désagréable, jouez le jeu. Vous êtes là et vous allez jouer le jeu. Je donne souvent l'image d'une carte dans euh, dans un métro, par exemple, ou dans un arrêt de bus. Vous avez une carte de quartier, par exemple, et vous êtes ici. Si vous refusez de voir où vous êtes sur le plan, vous allez perdre du temps. Si vous pensez que vous êtes ailleurs que là où vous allez carrément vous perdre. Vous gagnez toujours du temps à savoir où vous êtes sur une carte, et c'est pareil dans la vie. Donc c'est pour dire à quel point, vous voyez, dans les 2 modes mentaux, vous avez un mode persévérant et un mode souple. Le mode souple est particulièrement pertinent quand on est dans le refus d'une réalité, parce qu'il nous fait gagner le temps de ce qu'on peut appeler le deuil. Le deuil, c'est le temps qu'il faut pour accepter que les choses sont comme elles sont. On arrive à réduire considérablement les temps de deuil, les grands et les petits dans la vie, quand on passe du stade du refus au stade de l'acceptation. Ça se travaille. Là aussi, ça a fait penser pas mal aux méditations orientales, mais on va dire que d'une façon générale, la philosophie l'avait beaucoup fait. Donc vous voyez, c'est une partie du cerveau qui est spécialisée dans la gestion de l'inconnu, qui est le préfrontal, qui se charge de l'après quand l'avant ne nous va plus. Donc ça ne fait plus l'affaire. Donc voilà, on va dire que c'est de l'ordre de la fluidité. Un autre exemple, c'est au fond, quand vous rencontrez un obstacle, comme on dit, pour faire un choc, il faut 2 rocs. Souvent, on traite d'ailleurs les gens qui sont rocheux, c'est-à-dire rigides, de psychorigides, voire de cons, hein, ou je ne sais quel nom d'oiseau de ce genre. Et en fait, pour se faire rire un petit peu de temps en temps de soi-même, pour faire un choc, il faut 2 rocs. Donc,
Quand il y a un con, il y en a deux, et comme il y en a un que je tiens moi-même, je vais lui faire son compte, et donc je vais me fluidifier, puisque ce qu'on voudrait, c'est que quelqu'un de rigide devienne plus souple. Eh bien, la première personne qu'on peut rendre souple, c'est soi-même, d'où le fait de devenir sage. Voilà, c'est pour vous dire qu'on travaille la notion de l'exercice dans lequel je dis on joue au gaz, je me prends pour un gaz, ou que je passe dans le fait d'accepter l'émoticône, enfin l'icône qui est vous êtes ici. Dans les deux cas, j'accepte le réel comme il est, je gagne un temps fou et je réduis une part importante de stress. Donc, il faut savoir que l'acceptation n'est pas la résignation. L'acceptation, c'est comme sur une carte, quand vous avez accepté où vous êtes, ça ne veut pas dire que vous allez vous résigner à y rester. De même, quand le vent rencontre le roc, ça ne veut pas dire qu'il va se résigner à rester devant. Il va le contourner, il continuera sa route. En fait, le fluide est beaucoup plus à même de continuer sa route qu'un choc qui rencontre un autre obstacle, qu'un roc qui rencontre. Alors, bon, après, on va passer un peu vite pour pouvoir avoir du temps pour les échanges, évidemment. La subtilité, je vous laisse lire cette page. Prenez 30 secondes pour la lire. Donc voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une idée de ce que la nuance et la subtilité peut valoir dans la vie à un moment clé? Si vous avez quelqu'un qui est binaire, qui juge tout de suite les gens sur l'apparence, sur un vieux souvenir, sur des gens à qui on ressemble ou je ne sais quoi, ou des préjugés de tous ordres, eh bien on s'aperçoit que la pensée binaire, ça peut paraître simplement un peu désagréable au quotidien, ça peut être extrêmement grave dans les moments difficiles de la vie, parce que ça peut nous faire des erreurs absolument irréparables parfois, on l'a vu sur la justice, ou au volant, ou je ne sais. Donc, on voit à quel point la nuance, rappelez-vous dans les diaporamas du début, hein, quand on était là, vous voyez par exemple la simplification à gauche versus la nuance. Sur des sujets qu'on maîtrise à peu près, la simplification est pratique. Mais dans des moments où la situation est complexe et grave, la nuance est irremplaçable. On voit à quel point le manque de nuance nous fait prendre des décisions extrêmement graves. Les British nous disent le diable se cache dans les détails. Chaque fois qu'on doit signer un contrat un peu important ou dans une période grave, effectivement, le diable se cache dans les détails. Donc, on va dire, pour faire dissoudre cette notion de binarité, un exercice extrêmement simple et extrêmement puissant. Une situation vous dérange, cherchez-lui au moins 2 inconvénients, ou 10 ou 15, mais 2, ça suffit déjà. Vous trouverez facilement des inconvénients à une situation qui vous dérange, et cherchez-lui au moins 2 avantages. Vu l'heure, on ne va pas prendre le temps de faire l'exercice, mais si vous avez des situations qui vous dérangent, faites l'exercice, vous verrez, pour peu qu'on soit un petit peu avec de l'humour noir, on trouvera toujours des avantages objectifs à une situation dérangeante. Et on découvre qu'à partir de là, elle nous enrichit. On s'apercevra également, autre exercice, que dans nos qualités que nous nous reconnaissons aujourd'hui, une bonne partie viennent de nos succès, mais une bonne partie viennent de nos échecs. Bref, une situation a toujours des avantages et des inconvénients. La meilleure des situations nous apportera des inconvénients et des risques et des avantages, et une situation difficile peut être l'opportunité de quelque chose après. Bon, voilà, on va terminer ou presque là-dessus. Un article que j'avais soumis une fois à des gens dans un groupe sur un sujet qui était le leur, sur des erreurs dans des métiers à risque. Le titre de l'article était stupide, point d'exclamation. Il y avait plein de photos, plein de données, plein d'éléments factuels sur les erreurs qui étaient les grandes erreurs du métier en question. Tout le monde était d'accord sur le fait de dire excellent article. Et en fait, j'avais fourni le deuxième article photocopié avec un point d'interrogation. Et je leur avais dit, maintenant, vous pensez quoi? Et c'était le même article. Et il n'aboutissait pas du tout aux mêmes conclusions dans le deuxième article. Ils voyaient plein d'idées intéressantes dans les choses stupides la deuxième fois qu'ils ne voyaient pas la première. Bref, comme quoi, passer des certitudes, comme on l'a vu tout à l'heure rapidement, que vous verrez sur le diaporama quand vous l'aurez sous la main, passer au questionnement, autrement dit à l'incertitude, autrement dit à la relativité des points de vue et à se poser les questions autrement, ça peut non seulement sauver la vie, mais je dirais permettre de trouver des solutions
qui soient de vraies révolutions, puisque c'est Einstein qui disait, voilà, on lui posait la question, qu'est-ce qu'un génie? Et il répondait, je crois que c'est quelqu'un qui reste plus longtemps qu'un autre devant un problème sans solution, sans se décourager. Voilà. Autrement dit, qui peut accepter d'être stupide sans savoir si c'est vraiment stupide toute sa vie, s'il le faut. C'est ça, peut-être. Tous ceux qui font ça ne sont peut-être pas des génies, mais tous les génies ont fait ça. Ça suppose de rester très longtemps sans certitude devant une chose complexe. Bref, voilà. On va dire qu'en dernier lieu, peut-être qui peut vous aider aussi dans des périodes difficiles comme maintenant, quand vous ne trouvez pas de solution tout seul à un problème, demandez-vous si vous étiez votre meilleur ami, qu'est-ce que vous lui recommanderiez de faire? Et vous allez voir que comme ça nous permet l'émotionnel, qu'on se met en position de réflexion, on va aller solliciter son intelligence adaptative plus facilement, on est moins noyé par l'émotionnel du mode automatique et de sa déception. Voilà, petit exercice qui se fait à 4 cases, c'est-à-dire la situation se passe bien, c'est moi qui la vis, elle se passe mal, c'est moi qui la vis, comment je le ressens, c'est mon sosie à qui je donne un avis, il est dans la même situation que moi, c'est un ami, et qu'est-ce que je pense à sa place. Et au fur et à mesure qu'on arrive à penser que la bonne réponse est à peu près la même dans tous les cas de figure, on a une pensée qu'on appelle stable et qui est extrêmement peu fragile au stress. Autrement dit, on a beaucoup de sang-froid, on a beaucoup de flegme, on est très en accord avec soi-même, très aligné, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, juste pour terminer, un petit clin d'œil en disant connaître notre cerveau n'est pas une option, me semble-t-il, de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous anime. Et nous sommes malheureusement dans notre culture encore trop souvent les cordonniers mal chaussés. Nous connaissons plein de choses sur les machines, sur l'univers, sur la biologie, sur ce que nous mangeons même. Et finalement, pas grand-chose de ce qui se passe dans notre cerveau, c'est dommage. J'espère qu'aujourd'hui, je vous aurai envie d'aller voir plus loin. Et pour ce qui est du débat sur le stress en particulier, qui va suivre tout à fait maintenant. Voilà, je suis ouvert à vos questions. J'espère que ça a été clair. Merci, Monsieur Fradin, pour votre présentation. J'espère que nos participants ont pu retenir beaucoup d'informations. Et justement, pour les quelques questions qui méritent des réponses et plus d'éclaircissements, nous allons passer la parole je passe la parole à Salomé, qui pourra me remonter les questions des différents participants. Très bien. Salomé, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Alors, bonjour à tous. Donc, vous avez dû remarquer sûrement en bas de la fenêtre Zoom, vous avez les questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions via cette boîte de dialogue. Ensuite, nous, on va effectuer un petit tri et après, on pourra les poser à Monsieur Fradin. Donc, pour commencer, on a vu les questions qui sont dans la conférence. Je suis désolée, c'est pas le plus fluide. Donc, pour commencer, on a une question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les modes utilisés et le score de QI? C'est une excellente question, mais à ma connaissance, ça n'a pas été étudié en tant qu'étude. D'abord parce que le QI correspondrait à ce qu'on peut appeler, dans une certaine mesure, l'intelligence, enfin disons l'intelligence cristallisée, si on peut dire. Autrement dit, il y a une bonne part de connaissance déjà qui est... C'est un peu comme pour être un grand interprète au piano, il faut déjà être un virtuose, donc savoir jouer. Donc il y a toute une partie qui mesure des connaissances qui sont du côté du mode automatique, donc, et une autre partie qui correspond à l'agilité, la fluidité mentale, la capacité de retomber sur ses pieds ou de trouver de nouvelles stratégies en temps réel, et le QI mélange les deux. Donc ça va être extrêmement difficile d'aller séparer les deux. Pour autant, on peut penser que les très hauts scores au QI correspondent à des gens qui ont une grande agilité dans le zapping entre les deux modes, sûrement. Mais vous voyez, l'intelligence, ce n'est pas un mode ou l'autre, c'est la synergie des deux. Parce que si vous n'êtes que agile, mais incompétent, vous n'allez pas faire une interprétation pianistique brillantissime. On est bien d'accord que pour pouvoir être très bon, il faut connaître le langage, il faut connaître le solfège, il faut connaître l'instrument, il faut avoir son permis de conduire pour être champion des rallyes. Donc, c'est un peu plus subtil, on va dire, la compétence et donc la performance que simplement d'être d'un côté ou de l'autre.
Mais par contre, la capacité à piloter ces deux modes et à savoir zapper entre les deux en temps réel ou à les faire coopérer est évidemment un élément clé. Donc, je préférais le dire comme ça plutôt que de dire que le mode adaptatif est associé au QILD. D'accord. Et donc, du coup, pour passer d'un mode à un autre, est-ce que on peut dire que la personnalité de chacun va déterminer la capacité de Oui, changer d'un mode à un autre, ou est-ce que tout le monde peut travailler dessus et améliorer assurément. ses capacités? Cette capacité de bascule est permanente pour tout le monde. En fait, ce qui va nous dissuader de le faire, c'est le manque de motivation ou c'est des expériences antérieures négatives qui nous amènent à penser qu'on est incapable, ce qu'on appelle l'impuissance apprise. On a appris qu'on était bête, ou on a cru apprendre qu'on était bête, on a cru comprendre qu'on était traité par les autres comme tel et que ça devait être vrai, ou on a fini par le penser soi-même, et à force de s'y prendre pas comme il faut, plus exactement de s'empêcher d'apprendre à le faire de façon plus pertinente, on arrive à des convictions qui sont basées sur une expérience malheureuse, mais non pas inévitable. Bref, ça se traite, ça s'appelle des psychothérapies cognitives, ça s'appelle de l'affirmation de soi, ça s'appelle la vie tout simplement, quand on arrive à sortir d'une situation d'échec et à remonter. Redit autrement, tout le monde peut s'intéresser à tout. Je vais donner une petite anecdote peut-être pour illustrer. Quand j'étais au lycée, un ami depuis toujours, depuis la 6e jusqu'en terminale, on a été ensemble, on a fait les études de médecine ensemble ensuite. Quand on était au lycée, c'était un garçon charmant, sportif, très drôle et tout ce qu'on voulait, mais qui visait toujours la moyenne pour passer dans la classe au-dessus, ce qu'il avait brillamment réussi. Il avait en général 10,2, 10,3, parfois 9,9, mais rattrapé. Et donc, tant qu'il était jusqu'au bac, c'était un élève éminemment moyen et très heureux. Quand il a commencé à faire médecine, il était encore un étudiant moyen qui a réussi à passer son concours, à l'avoir, etc. À un moment donné, il a commencé à se dire, pour faire de la voile, ça serait quand même bien que je puisse me payer un voilier. Il a commencé à réfléchir à la type d'études qu'il voulait faire en médecine. Il a fini par faire radiologue, il a fini par s'installer dans les îles. Et au fur et à mesure qu'il avançait et qu'il avait des motivations voileuses, si je peux dire, et non plus médicales, il est devenu brillant. Bref, ça n'était pas qu'il n'était pas doué pour faire des maths, c'est qu'il n'avait pas les raisons d'en faire. Quand il a commencé à en avoir, à la fois pour se payer le voilier et pour calculer ses trajectoires et pour pouvoir faire tout ce que la voile peut nécessiter de connaissances géométriques ou mathématiques, il est devenu très bon. Et j'en connais beaucoup comme ça, et je pense que nous aussi. Donc, nous ne sommes pas ni bons ni mauvais en matière de capacité intelligente. Nous sommes entraînés à penser que nous sommes aptes, capables à penser. Ça, c'est la confiance en soi, ou la confiance que les autres nous font, à laquelle on croit. Et puis, la deuxième chose, c'est les facteurs de motivation. Nous n'avons pas tous la même histoire, donc les mêmes préférences, donc les mêmes attirances. Et en quelque sorte, on est plus prompt à se mobiliser et à mobiliser notre intelligence, donc notre créativité sur les sujets qui nous plaisent. Ce qui est dommage, c'est que l'intelligence adaptative est surtout faite pour résoudre les problèmes difficiles, dérangeants souvent. Et donc, finalement, ça serait bien qu'on soit motivé pour aborder les sujets difficiles. Et généralement, on ne l'est pas. Donc, on peut croire qu'on est bête alors qu'on n'est juste pas motivé. Et que si on arrive à se mobiliser en se disant « ça me résiste, tant mieux, c'est une opportunité, je vais apprendre quelque chose », alors là, on se rend compte que l'intelligence peut être encore plus exacerbée devant la difficulté. Notre ex-président Valéry Giscard d'Estaing, il y a longtemps déjà, disait que quand il tombait sur des jurys de concours particulièrement âpres et difficiles, ça le rendait brillantissime. Parce qu'il avait dû comprendre entre-temps, depuis le début de sa vie, que la difficulté, quand on prenait le temps de l'affronter et de chercher à la dépasser, ça aiguisait l'intelligence. C'est pour ça que certains disent que le stress est positif. Ce n'est pas le stress qui est positif, c'est le fait de faire face à la difficulté en restant calme, c'est paradoxal. Donc des événements stressants qui peuvent solliciter chez nous des capacités encore plus aiguisées que quand tout va bien. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, on peut être intelligent tout le temps, qu'il faut d'abord être motivé, qu'on peut être naturellement motivé quand ça va bien, qu'on peut aussi le devenir quand ça va mal, à condition de comprendre ce qu'on peut tirer de dépasser les difficultés. Très bien. Alors, j'ai une autre question de Anne Rouy. Elle demande, les deux modes mentaux fonctionnent-ils de la même façon pour des personnes à haute sensibilité, à haut potentiel, ou pour des autistes Asperger? Ah, c'est une excellente question.
On travaille un peu dessus dans mon labo, une de mes chercheurs notamment. Il y a des différences physiologiques entre les Asperger ou certains au potentiel et les gens dits typiques en matière de connectivité. Mais donc, une partie vient de l'hyperconnectivité sur une forme de fonctionnement différent, mais n'étaient ces différences un peu plus profondes qui font les avantages et les inconvénients du système, c'est-à-dire plus grande connectivité qui peut donner certaines capacités maths, par exemple, mais à l'inverse, une plus grande difficulté à s'extraire des sensations quand elles dérangent. Mais les modes mentaux sont les mêmes. Autrement dit, le gros de la tuyauterie est le même. C'est sur la connectivité, sur l'excitabilité basique du neurone. Mais autrement, on a des modes de fonctionnement qui sont globalement les mêmes. Autrement dit, ce qui rend plus paisible quelqu'un dit typique rendra aussi plus paisible un Asperger et réciproquement rendra plus multiconnecté quand vous passez en mode adaptatif. Moi qui ne suis pas du tout Asperger, je me débrouille très bien sur des tas de disciplines pour Asperger. Donc, je dirais, en fait, on fait ce qu'on veut de son cerveau quand on le connaît mieux. J'ai travaillé aussi en piano, en impro, etc. J'étais particulièrement pas doué il y a 30 ans sur le sujet. Et ça s'est développé relativement facilement quand on comprend les bonnes postures. Bref, le cerveau a des différences de base qui sont moins importantes que ce qu'on peut en faire quand on sait s'en servir. Voilà. Donc, autrement dit, on peut aussi bien développer des capacités qu'on pensait ne pas avoir à ce degré-là que dépasser des difficultés qu'on pensait ne pas pouvoir dépasser. Mais par contre, c'est plus ou moins spontané suivant notre personnalité ou notre physiologie. Mais c'est accessible à l'inverse. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Ça coûte plus ou moins cher, mais au fond, tout le monde peut tout faire. Très bien. Alors, on a une question qui est revenue plusieurs fois. Quel est le lien entre le mode mental automatique et adaptatif et les états sympathétiques et parasympathétiques Sympathique. Ouais, je pense que c'est ça la question. Parasympathique. Sympathique, voilà. Alors, bon, on pourrait dire que le système sympathique, un chercheur, Porges, a dit que, par exemple, la connexion entre les vieilles structures comme l'amygdale limbique ou l'hypothalamus et les vieilles structures émotionnelles ou instinctives et le préfrontal était myélinisée, donc on appelle ça le vague intelligent ou le parasympathique intelligent. Voilà, ça c'est pour la technique à proprement parler, mais il n'y a pas de relation directe entre les deux, c'est plus une relation indirecte. On va dire que le stress a plutôt tendance à nous mettre en état d'orthosympathique, donc d'excitabilité, alors que la sérénité ou l'apaisement ou la digestion ou le sommeil nous mettent en mode orthosympathique. Donc on va dire plus on est en mode intelligent, pertinent, au bon moment, en zappant sur les modes comme il le faut, on sera plus serein et moins surstimulé sur le mode orthosympathique, qui est très sympathique, si je peux dire, quand il s'agit d'agir de façon à peu près maîtrisée, mais qui peut être très propice au stress et à l'épuisement sinon. Donc c'est pour ça qu'on fait des méthodes qui activent le parasympathique pour se détendre, comme la respiration, comme la méditation, ou bien sûr les thérapies cognitives. Donc on va dire le mode orthosympathique, on le stimule beaucoup dans notre société d'aujourd'hui, et après parfois on a du mal à dormir, on se demande pourquoi. Voilà, il faudrait s'apprendre à équilibrer un peu plus. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on a beaucoup de questions, mais malheureusement, il faut qu'on s'arrête ici pour pouvoir respecter le timing. Donc, du coup, merci à tous pour votre participation et vos questions. Encore désolée de ne pas avoir posé la question de tout le monde. Et merci, Monsieur Fradin, pour cette conférence et pour toutes ces réponses très imagées.